On va se pencher aujourd'hui sur un chapitre vraiment sombre et, pour être honnête, assez méconnu de l'histoire du Maroc. Il s'agit d'une terrible famine qui a frappé le pays entre 1944 et 1945. La question est brutale, je sais, mais elle nous met tout de suite dans l'ambiance, au cœur du désespoir absolu qui régnait à cette période. C'est vraiment le point de départ pour comprendre l'ampleur du drame. D'ailleurs, cette période a été tellement traumatisante qu'on lui a donné plusieurs noms. Chacun de ces noms, en fait, raconte une partie de l'histoire. Il y a l'année du bon, en référence au système de rationnement, l'année de la faim, bien sûr, et même l'année d'Irni ou de Hamida, du nom des plantes sauvages que les gens devaient manger pour ne pas mourir de faim. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut vraiment faire un retour en arrière et regarder la situation politique du Maroc à cette époque. En fait, tout s'est joué sur une trentaine d'années. Une suite d'événements qui ont littéralement vidé le Maroc de ses forces. Ça commence en 1912 avec le protectorat, qui met la main sur les meilleures terres agricoles. Et puis, la Seconde Guerre mondiale arrive, et là, tout s'accélère. Le Maroc devient une sorte de garde-manger géant pour la France. L'expression arrière-front, elle est très parlante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc a été méthodiquement siphonné, sa nourriture, ses minerais et même ses hommes. Tout partait pour soutenir la machine de guerre française, alors que la France, elle, était sous occupation. Et attention, la famine, ce n'est pas le résultat d'une seule cause. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la tempête parfaite, une politique coloniale d'exploitation à outrance, mélangée à une catastrophe naturelle. Ce tableau y résume tout. On voit bien les deux mondes qui s'opposent. D'un côté, une population marocaine qui se bat pour sa survie, qui n'a plus de quoi se nourrir. Et de l'autre, une administration française dont les seules obsessions sont d'exporter la nourriture vers la métropole, de nourrir l'armée et bien sûr de garder le contrôle. Deux réalités totalement déconnectées. Et c'est là que le coup de grâce est arrivé. En 1944, une sécheresse terrible s'abat sur un pays qui est déjà à genoux, vidé de ses réserves. La récolte est catastrophique. Et là, ce qui n'était qu'une crise alimentaire se transforme en une famine généralisée. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein à craquer. Maintenant, essayons de nous imaginer ce que c'était de vivre au quotidien à cette époque. Comment les gens ont-ils fait, concrètement, pour essayer de survivre? Face à la pénurie, la réponse des autorités françaises, ça a été la mise en place du bon. C'était un système de coupons de rationnement. Chaque famille recevait un bon qui donnait droit à des quantités vraiment ridicules de nourriture. Ce système est devenu tellement emblématique de la misère qu'il a donné son nom à toute cette période. Mais le problème, c'est que ce système était complètement bancal. D'abord, il ne concernait que les villes. Les campagnes, elles, étaient totalement abandonnées à leur sort. Et même en ville, les rations de sucre, d'huile ou de pommes de terre étaient minuscules. Il fallait faire la queue pendant des heures, souvent pour rien. Bref, le système a été un échec total. Alors, face à cette situation, les gens, surtout dans les campagnes, ont dû se débrouiller. Là, on entre dans la survie pure et dure. On déterrait des racines de plantes, comme cette irnie, pour essayer d'en faire une sorte de pain. Un pain souvent amer, qui rendait malade. Et dans le dénuement le plus total, oui, on en venait à manger tout ce qui bougeait, y compris les animaux domestiques. Les témoignages de cette époque glacent le sang. Cette histoire, celle de cet homme qui veille sur le corps de son frère, pas pour le deuil, mais pour empêcher les chiens de le manger. C'est juste un aperçu de l'horreur inimaginable que les gens ont vécue. Forcément, une telle famine a eu des conséquences qui sont allées bien au-delà de la faim elle-même. Elles ont complètement redessiné la société marocaine de l'époque. L'une des premières conséquences, ça a été un exode rural massif. Des dizaines de milliers de personnes affamées ont fui leur village pour tenter leur chance dans les villes, en espérant y trouver de quoi manger. C'est à ce moment-là que les grands bidonvilles ont commencé à apparaître autour de villes comme Rabat ou Casablanca. Et puis il y a eu la maladie. Un corps affaibli par la faim n'a plus aucune défense immunitaire. C'est une porte ouverte. Les épidémies se sont propagées à une vitesse folle. Le typhus et la rougeole notamment ont fait des ravages terribles, ajoutant la mort par la maladie à la mort par la faim. Et là, les chiffres sont juste vertigineux. Les registres officiels de l'époque parlent d'environ 26 000 morts de faim. Mais si on ajoute les victimes du typhus et de la rougeole, qui sont des conséquences directes de la famine, on dépasse les 180 000 morts. Et encore, ce chiffre est sans doute bien en dessous de la réalité, parce que personne ne comptait vraiment les morts dans les campagnes isolées. Les cicatrices de cette famine, elles sont restées très profondes dans la mémoire collective marocaine, même si, curieusement, c'est un épisode dont on parle assez peu dans les livres d'histoire aujourd'hui. Le niveau de misère était tel qu'il a détruit jusqu'à la dignité la plus élémentaire. Cette image, celle de gens qui déterrent les linceuls sur les tombes pour avoir un bout de tissu pour se couvrir, ça montre jusqu'où le désespoir a pu mener.
Au final, comprendre ce passé si douloureux, ce n'est pas juste une question de mémoire. C'est surtout essentiel pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. La question reste ouverte. Comment une société se souvient-elle de ses heures les plus sombres pour construire un avenir plus juste? Merci d'avoir suivi cette présentation.